Aujourd'hui, plus que jamais, on peut dire que les Africains s'intéressent à l'Afrique. La culture africaine est au cœur de pas mal de préoccupations et on ne saurait parler de civilisation africaine sans parler naturellement de celle de l'Égypte. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur notre plateau un connaisseur de l'Afrique. Il constitue la fierté du Burkina Faso. Nous avons l'immense honneur de recevoir l'auteur de ce livre que je vous présente là. Il s'agit du livre intitulé L'Égypte ancienne, un système africain du monde. Et on a également un numéro de la revue Ankh. Pour tous ceux qui sont passionnés ou qui s'intéressent à la question de l'Égypte, savent naturellement de quelle revue il est question. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui en entretien Monsieur Yoporika Somé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, tout va bien. Alors, vous avez un parcours quand même assez riche, mais si vous deviez résumer comment vous arrivez à vous intéresser à l'Égypte? Bon, c'est assez simple. J'ai commencé mes études ici, au Burkina. J'étais à l'université qui s'appelle Joseph Kizerbo maintenant. Ouais. Et nous avions un cours de philosophie africaine. Bon, donc j'ai étudié la philosophie. Et c'est à l'occasion d'un événement qui se déroulait dans la ville, donc il y a longtemps, du temps de la Révolution. Donc le président Sankara avait envisagé d'organiser, de créer un institut des peuples noirs, et la conférence de lancement de cet institut avait lieu en 1986. Donc moi, je venais de commencer mes études. Et notre professeur de philosophie africaine nous avait dit, au lieu que je vous fasse cours, donc je vous invite à aller suivre cette conférence de lancement. Cette conférence aurait dû être faite par le professeur Cheikh Anta Diop, mais c'était en avril 1986, et lui est décédé en février 1986. Et c'est Théophile Obenga, c'est plus tard qu'il m'a expliqué, qui Sankara lui a demandé de remplacer Cheikh Anta Diop comme ça, au pied levé, et il est venu faire la conférence inaugurale. Et dans cette conférence inaugurale, il nous a lu un texte de l'Égypte ancienne, donc écrit en égyptien ancien, donc il nous a lu la traduction française qu'il venait de faire, donc par un Africain, et qui parlait des problèmes de l'être, comment les choses, ou les êtres, ou les étangs, les objets, les plantes, les arbres qui existent, comment ils sont venus à l'existence. Et donc, pour nous, ça ressemblait à ce qu'on lit dans Aristote, dans la métaphysique d'Aristote, comme ce qu'on appelle les questions de l'ontologie, ou chez Heidegger. Et on a pris conscience tout d'un coup que nous, les Africains, nous étions présents dans la philosophie, contrairement à ce que l'enseignement que nous recevions à l'époque nous disait. Donc, et que cette Égypte-là, ce n'est pas l'Égypte actuelle, mais elle est géographiquement située au même endroit que cet État. Et donc, que c'était une partie de l'Afrique ancienne, avec un héritage immense sur 3 millénaires et demi, dont nous étions complètement ignorants. Donc voilà comment, moi, l'étincelle a été allumée, et c'est bien plus tard, quand je suis allé faire des études en France, c'est bien plus tard que je me suis tourné vers l'égyptologie comme étant une discipline, quoi. Donc voilà un peu ma trajectoire. Et justement, celui qui fait la conférence d'ouverture et qui constitue le déclic, et cet attachement avec l'Égypte, préface ce livre. C'est Théophile Obenga, c'est lui qui a préfacé ce livre. D'accord, une préface qui est très intéressante. Oui, donc pour moi, disons, intellectuellement, c'est un père, un papa. C'est une référence, presque un guide. Donc voilà, j'essaye de mettre mes pas dans les siens. Et en termes de connaissances approfondies sur le vécu du continent, à l'heure actuelle, je ne vois personne au-dessus de lui. Donc je suis très fier d'avoir pu le rencontrer et d'avoir été un de ses disciples. Voilà. Et quand je l'ai sollicité pour cette préface, c'était avec plaisir, il me l'a dit qu'il l'a faite. Et donc j'en suis heureux. L'Égypte ancienne intéresse beaucoup aujourd'hui. À la lumière des travaux de Cheikh Anta Diop, justement, on se rend compte et on prend conscience que l'Afrique, en fait, a donné beaucoup au reste du monde, mais que souvent on oublie cela. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience générale. Selon vous, c'est dû à quoi? Ah oui, moi je trouve que c'est heureux qu'il y ait cette prise de conscience aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, quand moi j'ai commencé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une génération et demie, ce n'était pas du tout comme ça. Aujourd'hui, non seulement les jeunes réclament
que cet héritage leur soit révélé. Je crois qu'ils ont raison. Compte tenu de notre histoire récente, je vais dire des 5 derniers siècles, c'était une histoire d'effacement culturel. Voilà, le colonialisme, c'est ça. Voilà, avec d'autres choses, la brutalité, le mensonge, le pillage. Mais le plus important, dans ce que le colonialisme a fait de néfaste, c'est l'effacement de la culture. Donc la distorsion de la mémoire culturelle. Et ça, donc, si vous voulez, le premier combat contre le colonialisme, c'est ça, c'est la restauration de la conscience historique. Et je pense que là-dessus, il y a un vent favorable, il y a un mouvement favorable à cette reconquête. Et moi, je suis heureux de pouvoir y participer et de voir que c'est la jeunesse qui demande cela. Donc, le monde entier doit cela à l'Afrique. Et donc, l'Afrique devrait le réclamer davantage. Mais c'est une autre chose que le monde entier nous doit. C'est tout simplement la vie, c'est d'exister. Parce que le premier ancêtre, c'était comme vous et moi, l'un d'entre nous, qui a donné, par mutation, les autres peuples, tous les autres peuples. C'est pourquoi on dit que l'humanité est une, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que les races n'existent pas. Voilà, on peut appeler ça des ethnies, mais c'est déterminé par la géographie. Nous sommes ici sur le continent africain, c'est ce qui explique la couleur de notre peau. Ça n'a aucun aspect, et je dis ça n'a aucune signification, ni éthique, ni morale, ni intellectuelle, ni rien du tout. Donc on ne peut pas rattacher la peau noire ni à la bêtise, ni à l'abrutissement, ni à l'intelligence. C'est un fait de la nature. La peau blanche aussi, c'est la nature qui a voulu ça. Les jaunes, c'est ça. Sinon, si on remonte aux origines les plus lointaines, nous avons le même ancêtre ou la même ancêtre. Ça pourrait même être une femme. C'est vrai que les débats se posent sur le premier homme. Lucie, non, je pense que c'est plutôt une femme. C'est Lucie, non? Oui. Je crois. Lucie. Voilà. Donc, c'était une femme. Et justement, en parlant du fait qu'il faut justement revendiquer cela, et aujourd'hui, grâce aux travaux d'hommes comme vous, l'Afrique se raconte par elle-même. Parce que l'Afrique a longtemps été racontée par d'autres personnes. Comment on est sûr de trouver la bonne information quand longtemps, ce sont les autres qui nous ont dit? Disons que l'information est là, il faut juste la chercher. Parce que si vous ne cherchez pas quelque chose, vous ne trouverez pas. C'est comme on dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Vous allez tourner en rond. L'information, elle est où? Elle se trouve sur place ici. Elle est sous nos pieds, sous le sol. C'est ce qu'on appelle l'archéologie. Et c'est la première source d'information. Les objets fabriqués, les cités antiques, le mode d'habitat, c'est ça. Ensuite, il y a les langues que nous parlons toujours. Il y a des informations dans ces langues-là. Alors ici, prenons le cas du Burkina, où on nous explique qu'il y a 60 langues, ou 60 ethnies, ou davantage. Bon. Si vous prenez des mots comme ça, c'est comme ça qu'on procède. Les mots que les gens, dans une langue, même si elle est très pauvre, que vous n'irez pas emprunter aux voisins. L'eau que je bois. Vous n'allez pas emprunter ça à quelqu'un, le ciel, la terre, etc. Prenons ces 60 langues et déclinons, mettons le mot dans une langue X pour dire l'eau, dans une langue Y pour dire l'eau, etc., etc. Et au bout du compte, vous allez voir qu'on a moins que ce qu'on nous annonce. Et si on le fait à l'échelle de l'Afrique, vous allez voir que vous allez retrouver des groupes de langues, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que tel peuple et tel peuple ont vécu ensemble, étaient peut-être même les mêmes peuples. Là, nous sommes dans une phase de ce qu'on appelle l'ethnicisation. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a 60 ethnies au Burkina, si vous remontez 300 ans en arrière, peut-être qu'il n'y en avait que 10, et ainsi de suite. C'est ça, il y a moins de monde, forcément, voilà, il y a moins d'ethnies. C'est comme ça qu'on explique l'unité culturelle. Et enfin, pour ce qui concerne cette partie de l'histoire de l'Afrique, qui coïncide avec l'apparition de l'écriture. Ce sont eux qui ont inventé l'écriture dans un but précis, pour la gouvernance. C'est-à-dire, ce n'était même pas pour étudier ou autre, c'était pour la gouvernance. Donc, c'est un moyen de l'État pour gouverner. Et comment ça? C'est un État, comme vous voyez, ça s'allonge comme ça sur des milliers de kilomètres, tout en longueur. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on donne, à l'époque, la capitale est à Memphis, donc à côté du Caire. Le pharaon donne un ordre qui doit être porté par quelqu'un jusqu'à Thèbes. C'est plus de 1000 kilomètres.
Bon, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas le train, donc il fallait le faire en bateau. Ça pouvait durer plusieurs mois. Il faut que quand le message arrive, il ne soit pas dénaturé. La meilleure façon, c'est quoi? C'est d'écrire. Voilà comment ils ont inventé l'écriture. C'est leur propre invention, donc une invention africaine. Et les supports de l'écriture, tous les autres supports, y compris le papier. Le papyrus. Ce sont des inventions Exactement, africaines. Voilà. Et justement, cette écriture que l'on appelle les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est ça, l'écriture. Alors, ce sont les Grecs qui ont appelé ça les hiéroglyphes. Ils ont considéré que c'était... Hiéroglyphe, ça signifie caractère sacré, gravé, sacré. Mais les Égyptiens les appelaient les paroles divines. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ils savent très bien que ce n'est pas les dieux qui ont inventé, mais ils ont trouvé que c'était une invention tellement géniale, c'est-à-dire le fait de graver les paroles qu'on a dites. Oui. C'est la première fois qu'on fait ça. Oui. Alors, donc, ils ont vu que c'était tellement excellent que c'était presque une œuvre divine. Et donc, ils font croire que ce sont les dieux qui l'ont inventé. Donc, ça signifie quoi? Que le fait de connaître l'écriture nous rapproche des dieux. C'est pour ça que, voilà, c'est ça l'éducation. L'éducation, elle n'est pas seulement d'apprendre à lire et à écrire, mais de la transmission des valeurs et que nous recevons de nos ancêtres, de nos parents, et que nous devons transmettre à nos enfants. C'est ça, tout ça l'éducation, sous forme écrite ou orale aussi. Voilà. Et dans les principales sources, j'allais oublier celle-là, qui est essentielle, la tradition orale. Oui. Voilà. Parce qu'on a longtemps été taxé de... Voilà. Ce sont des choses que on se transmet de génération en génération, de siècle en siècle et de millénaire en millénaire. Et ce qu'on reproche souvent à la tradition orale, c'est qu'il y a de la perdition de données au fil ben justement, ça tombe très bien parce que dans le numéro de la revue que vous tenez, alors, il y a un conte qui s'appelle l'épopée de Mwindo. Mwindo, c'est chez les Bayanga de la République démocratique du Congo actuellement. Donc un conte qui était oral avant et qui a été écrit par un chercheur belge. Donc moi j'ai pris ce conte-là, qui a été recueilli dans les années qui précèdent l'indépendance, dans les années 50. Et en le lisant, ça me rappelait les contes égyptiens de l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire de l'époque des Grecs, c'est-à-dire au VIe siècle avant JC, à peu près à cette période-là. Et on compare les deux figures, les héros respectifs de ces contes-là. Dans le conte égyptien, il s'appelle Setné, et dans le conte bantou, donc il s'appelle Mwindo. On voit que, en fait, c'est le même personnage. Le même personnage qui s'est transmis comme ça. Donc, il y a une phase écrite, et dans la phase orale, on retrouve les mêmes caractéristiques de cette personne-là. Donc, ce qui signifie quoi? Que même si certains disent que la tradition orale n'est pas fiable, je veux dire, sur le détail, ça peut être vrai. Mais dans les grandes lignes, le message va être transmis, peut-être légèrement modifié ou transformé de génération en génération, mais la structure centrale du récit reste, et c'est ça, ce sont des personnages, ce sont des magiciens, deux magiciens. Donc les magiciens en Égypte ancienne et les magiciens chez les Banyanga. Et donc capables d'aller sous la terre, de marcher sous la terre, de visiter le monde d'en bas. C'est une croyance que les Égyptiens ont, et c'est une croyance que nous avons aussi, et que nous trouvons dans nos contes, dans nos traditions orales. Donc voilà les sources principales qui nous permettent de remobiliser notre histoire ancienne. Et c'est vrai que quand on parle de l'histoire de l'Égypte ancienne, on a l'impression justement qu'on est focalisé sur l'Égypte ancienne, mais il y a des similitudes avec le reste de l'Afrique. Non, en fait, ce qui est intéressant dans l'Égypte ancienne, quand c'est étudié d'un point de vue africain, parce que ce que vous dites est vrai, mais du point de vue des autres, ceux qu'ils appellent l'égyptologie, ils peuvent disserter pendant longtemps sans évoquer l'Afrique. C'est ça. Et alors, c'est même intéressant pour eux, parce que s'ils évoquent l'Afrique, ça devient un peu gênant. Parce que cette civilisation ne peut pas être africaine. Parce que, selon eux, ce n'est pas ça l'Afrique. L'Afrique, c'est le règne de la nuit, de l'enfance, de ce qui n'est pas encore abouti. Or, vous trouvez là-bas la civilisation la plus aboutie. Donc, il faut essayer de le rattacher à l'Orient, parce qu'on sait bien que ce n'est pas l'Occident, mais ils préfèrent que ce soit l'Orient plutôt que l'Afrique. Alors, allez comprendre pourquoi. Mais ça, si vous voulez, on s'en fout.
nous sommes des Africains, nous recherchons notre mémoire la plus longue. L'Égypte n'est qu'une étape. Parce que, voilà, une fois qu'on en a fini avec l'Égypte, il faut savoir d'où elle vient, qui a fait ça, qui sont les ancêtres des Égyptiens. Et c'était ça le sujet de thèse de Cheikh Anta Diop, de sa première thèse, qui a fini par donner Nation nègre et culture. Le titre, c'était « Qu'étaient les Égyptiens pré-dynastiques », c'est-à-dire avant la formation des dynasties, donc ceux d'avant. Voilà, c'est intéressant. Une fois qu'on a fait ça, après, qu'est devenue l'Afrique? Que sont devenues les civilisations africaines après la fin de la civilisation égyptienne? Et on se rend compte qu'on a l'époque ou l'étape des grands empires. Alors qu'on sait bien que l'empire par excellence, c'est l'État égyptien. Est-ce qu'il n'y a pas une filiation? Enfin, ça, c'est une question théorique. Moi, je sais que la réponse est oui, entre cet État-là et les grands empires. Dans ce livre, il y a un chapitre sur les institutions du Moro Naba. Je compare. J'ai pris un article de Dindel Soum qui a écrit, donc c'est un prince, il connaît, donc c'est un récit qui vient de l'intérieur. Absolument. Il a décrit, donc moi j'ai pris ça. Je connais le fonctionnement de la cour de Pharaon. Et donc, je mettais en parallèle tous les éléments qu'il m'a donnés. Et c'est très ressemblant pour l'avoir vu, oui. Et voilà, quand je suis allé d'abord, je suis allé voir un professeur à Londres. C'est lui qui a fait la post-fac. Et il m'a dit, quand il a eu connaissance de ça, il a malheureusement un étudiant qui était au Nigeria, qui allait au Nigeria dans une cour royale pour faire ses enquêtes, que malheureusement, lui, sa thèse était presque prête, sinon il lui aurait demandé de venir aussi, voir faire la comparaison. Voilà. Donc, ça, tout le monde le sait. Oui. Et peut-être que cette chose-là est moins sue des personnes les plus concernées par la chose. Et je parle de nous autres. Des Africains. Oui. Voilà. Il s'agit de renverser cette anomalie. La question que l'on pourrait se poser, c'est sûr, tout le monde le dit et on est d'accord avec cela. Pour savoir où on va, on a intérêt à savoir d'où l'on vient. Donc, l'histoire et le passé est quand même essentiel pour se projeter dans l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu pour la jeunesse africaine d'en savoir plus sur son histoire? L'enjeu, c'est l'avenir. Hein, c'est le présent d'abord. C'est-à-dire que tous ces jeunes gens sachent qu'une fois qu'ils ont fini leurs études ou leur formation, ils ont une vie devant eux, aujourd'hui et pour demain. Comment faire en sorte que cette vie soit la meilleure possible? Vous ne pouvez pas construire cette société-là en vous coupant complètement du passé. Personne n'a réussi. S'il y a des exemples, il faut nous montrer. Personne n'a réussi à faire ça. Et moi, je pense que le fait que nous tournons comme ça en roue, avec des processus de régression, je le dis avec beaucoup de respect, beaucoup de sérieux. Regardez la situation dans laquelle nous sommes ici même. Moi, il y a des choses que je vois aujourd'hui. Je dis, quand on était enfant, si quelqu'un nous racontait ça, on dirait non, c'est un mauvais film. Voilà. Vous pouvez avoir un jeune homme de 10, 20, 30 ans qui va aller tuer de sang-froid des centaines de personnes et recommencer. Ce sont des gens, ce sont nos enfants ou nos frères. C'est quoi cette société? Et je veux dire, il y a quelque chose qui ne marche pas et si on veut, ces aspects-là doivent aussi participer à la solution. Je dis, il n'y a pas une solution unique, mais je pense que cet aspect-là, ça fait partie. Parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, quand nous étions enfants, on n'entendait pas parler de ces choses-là, mais seulement comme des faits divers. Maintenant, ça devient un fait de société. Donc, il y a un problème. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, on dira très clairement qu'il y va, en fait, de l'avenir de l'Afrique, de comprendre, de rétablir un peu cette histoire-là, comme les choses ont été de par le passé, et non plus juste de recevoir comme on nous le dit. Oui, et parce que l'histoire, le passé, c'est pas le passé pour le passé. C'est pas, je dis, c'est en fonction de l'enseignement qu'on en tire. Et pourquoi on s'y réfère? Parce que ces enseignements ou ces valeurs morales ont quand même soutenu la société d'avant et l'a portée à un niveau tel que nous en sommes ébahis. Je dis, quand nous retournons vers l'Égypte ancienne, tout le monde est tous soufflés. Et la plupart des gens même sont ébahis par les aspects les moins essentiels. Je veux dire, la grande pyramide de Khéops, c'est très bien. Si vous vous trouvez devant, vous vous dites, mais c'est pas possible. Donc, bravo nos ancêtres. Mais c'est même pas ça le plus important. C'est ce qui a permis à cette société de tenir pendant 3 millénaires et demi
sans grand chamboulement, comme ceux que nous sommes en train de connaître, quoi. C'est ça le plus important. Et donc, l'enseignement, la leçon du passé, c'est pour nous permettre de nous inspirer de ça et aussi de nous inspirer de la maîtrise que nos ancêtres avaient de la technologie, parce que nous devons construire, donc être des bâtisseurs. Voilà, savoir qu'ils l'ont fait à partir de leur propre énergie, à partir de leur propre système, et sans avoir, je veux dire, j'ai un ami qui me dit que si Khéops, le propriétaire de la pyramide de Moisés, vous voyez, il y a une effigie, une statuette de lui au musée du Caire. Bon, c'est un bantou type. Hein. Donc, cet ami me dit que si ce Khéops revenait et qu'il disait à nous autres, à vous comme à moi, aux Africains, c'est moi qui ai construit ça, nous dirions, ah non, tu n'as pas construit ça, là, qui t'a donné l'argent? La Banque mondiale n'existait pas encore, etc., etc. Donc, je crois que notre problème, c'est ça. Croire que rien n'est possible sans celui qui est de l'autre côté. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Non. Oui, c'est important ce que vous dites. C'est vrai qu'on arrive à la fin de notre entretien, mais c'est très important ce que vous dites parce que souvent, on a des jeunes qui se disent aujourd'hui, on est africain. Quand on regarde dans le passé, malheureusement, quand on ne connaît pas la bonne histoire, on se dit qu'est-ce que nos ancêtres ont fait. Mais là, on se rend compte de ce que nos ancêtres ont fait. Et surtout, on ne peut pas s'autoriser à être des ratés quand on voit ce que nos ancêtres, avec les moyens du bord de l'époque, ont réalisé. Logiquement, aujourd'hui, on doit clairement être à un autre niveau. Ce n'est pas normal qu'on en soit là aujourd'hui. Et j'espère que tous ceux qui vont regarder cette émission l'entendront. On ne peut pas tirer plus en longueur, sinon on le ferait volontiers. Mais vous avez donné le message de fin. Je suis totalement d'accord avec ça et je n'ai rien à rajouter. D'accord. En tout cas, moi, j'inviterai tout le monde à lire. Moi, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis totalement absorbée. Il y a tellement de personnes qui me demandent, donc je sais qu'il est déjà disponible à Ouaga, dans les librairies, Jeunesse d'Afrique, Diakfa, Mercury, à la librairie de l'Université de Ouagadougou. Et à la librairie de l'Université de Ouagadougou. D'accord. Voilà. Donc, on a intérêt à prendre en main notre avenir. Et pour cela, on doit s'inspirer de notre passé. Comment le faire mieux? Merci beaucoup à vous. Pas de dernier message sûr? Non, mais le dernier mot, vous l'avez dit, c'est, je veux dire, nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont fait. Oui. Maintenant, à nous de poser des actes pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants soient fiers de nous. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de fatalité. Nous sommes des sujets libres et nous sommes des créateurs comme nos ancêtres l'ont été, mais nous devons transmettre cet esprit de créativité. Donc, notre génération a ce rôle à jouer et je suis confiant qu'elle relèvera le défi. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, tout est dit. Il ne reste plus qu'à nous de nous mettre en action. Voilà. Nos décisions déterminent qui nous sommes, donc choisissons et ensuite assumons pour les générations à venir. On continue avec quelque chose qui va très certainement vous faire plaisir, mais en attendant, une petite pause. Rentrons dans l'univers 4G+, de Télécell. Télécell, offrir plus. Aujourd'hui, on est là, on reçoit, on échange, mais on va quand même essayer de voyager par procuration pour aller voir ce qui se passe ailleurs à notre nom. On l'a dit tantôt, hein, au JO, on est représenté, mais il n'y a pas que le sport qui fait parler du Burkina hors de nos frontières. Il y a également notre art, notre culture, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma sont autant de choses qui font que le nom du Burkina est cité hors de nos frontières. Aujourd'hui, justement, on en parle. Comment sortir de nos frontières pour nous vendre convenablement en dehors? Comment valoriser les couleurs du Burkina Faso et surtout comment s'assurer qu'on reste en adéquation et qu'on vend convenablement l'image du pays? On en parle avec ceux-là qui ont la chance de sortir et de revenir. Ils nous diront comment ça se passe et comment on pourra mieux faire éventuellement. Alors, pour la musique, nous avons l'immense honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un monsieur que l'on ne présente plus. Actuellement, il fait un peu la pluie et le beau temps des médias, un album fraîchement sorti, un concert dédicace pour très bientôt. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau Alif Naba. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Hein. Bienvenue. Merci de me recevoir. Chez toi? Ouais, la dernière fois que tu étais là, il y avait un sapin. Oui, il y avait on avait parlé de Noël. Ouais.
Et là, je suis encore très... C'est en tout cas un gros plaisir pour moi. D'accord. Et c'est un long chemin de Noël aujourd'hui. Un so-walk. So-walk. Un vrai so-walk. C'est vrai. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci de me Merci de recevoir. nous honorer de ta présence. Avec plaisir. Et pour ce qui concerne les arts de la scène, nous avons le plaisir d'avoir ce monsieur-là qui rentre fraîchement de tournée Allemagne-France et qui apparemment s'apprête pour repartir, Aristide Tarnagda. Donc, elle est notre aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. Pas trop fatigué? Un peu, un peu. Mais ça va, on tient. Oui, mais ça va. D'accord, ok. Voilà. Notre troisième invité nous envoie dans l'univers du 7e art. Il rentre fraîchement de Cannes aussi, si je ne me trompe. Et potentiellement des voyages en prévision. En attendant le prochain FESPACO, nous avons le plaisir d'avoir le délégué général du FESPACO, M. Moussa Alex Awadgo, sur ce plateau. Comment ça va? Ça va très bien. Plaisir de vous avoir. Merci de l'invitation. Alors aujourd'hui, on va justement s'intéresser à cette question de l'art et de la culture burkinabé qui s'exporte et qui apparemment se vend quand même assez bien en dehors de chez nous, même si certains le comprennent mieux que d'autres. Et justement, pourquoi certains le comprennent mieux que d'autres? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pareil ici qu'en dehors de chez nous? Est-ce qu'il y a des codes à respecter en dehors? On en parle aujourd'hui. Mais avant, vu que vous avez l'habitude de tourner, on n'a pas la prétention de faire le tour de tous les voyages que vous avez faits, mais ce qui est le plus récent pour Alif, c'était quoi? Pour moi, le plus récent en ce moment, c'était le Sénégal. D'où je suis rentré il n'y a pas trop longtemps. Et où aussi, je suis allé dans le cadre de la préparation, de rencontrer un peu les médias par rapport à mon album. Et puis aussi travailler avec l'artiste sénégalais Ismaël Lo. Donc c'est le plus récent pour moi. Sinon, ça bouge beaucoup dans la cour du Naba. Oui, mais depuis quelques temps, quand même, il faut dire qu'on a pris du temps quand même pour travailler sur mon nouvel album, So Walk. Et il y a beaucoup de tournées en tout cas qui sont prévues pour cet album. Et on espère en tout cas, comme le nom de l'album le dit, faire un So Walk de scène un peu partout, en Afrique et dans le monde. Le dernier concert qu'on a fait, c'était au Congo, à Goma. Et on est de plus en plus intéressé, je suis de plus en plus intéressé par tout ce qui se passe dans cette zone aussi, de toute l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et tout ça, parce que c'est des marchés nouveaux pour nous qui sommes de ce côté de l'Afrique, quoi, différents et nouveaux. D'accord, ok. Alors, Aristide, vous rentrez d'une tournée. Ouais. On peut nous rappeler les dates? Alors, je suis parti début mai et on est rentré, on a fini le 10 pour certains et le 11 pour moi à la MC 93. D'accord. Voilà. Donc, c'était combien de dates? Oula, j'ai eu 25, je crois, 25 dates avec 4 spectacles. 4 spectacles avec une équipe entièrement partie du Burkina ou bien une équipe comme tu as l'habitude de le faire, composée de plusieurs nationalités? Voilà. Il y avait la Guinée, le Mali, le Congo, le Togo, la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. D'accord, ok. Voilà. Alors, DG, Cannes, comment ça s'est passé? Ouais, très bien, je dirais très bien, parce que c'était officiellement, c'était la première fois que le FESPACO s'invite au Festival de Cannes. Vous voyez, tout le monde sait ce que c'est le Festival de Cannes. Y être là en tant que représentant du FESPACO, j'y étais avec ma ministre. C'était aussi l'occasion aussi de pouvoir aussi montrer, disons, à tous ces professionnels, à tous ces partenaires techniques et financiers, et le nouveau programme que nous comptons développer. Vous savez que le cinéma, après tout, c'est de l'industrie. Et l'industrie, il faut aller au cœur en fait, de ceux qui développent cette industrie-là. Et il est important de parler le même langage avec eux, question de pouvoir les motiver de venir à Ouaga pour pouvoir rencontrer les porteurs de projets, de pouvoir rencontrer les nouveaux films, afin de pouvoir faire de telle sorte que notre économie soit beaucoup plus renforcée, notre économie cinématographique soit beaucoup renforcée aussi, et de pouvoir s'exporter à l'extérieur. Vous savez qu'on organise un événement comme le FESPACO, on n'est pas juste en train de courir derrière les partenaires techniques aussi, c'est de pouvoir trouver aussi ces personnes aussi qui font aussi le bonheur de ce cinéma-là. D'accord, mais est-ce que vous avez le sentiment, après ce festival-là, que l'on sait quelque chose du cinéma ouest-africain burkinabé?
de ce côté du monde. Oui, absolument. Vous savez, le Festival de Cannes, c'est un festival qui est international. Ce n'est pas africain, ce n'est pas asiatique, ce n'est pas européen. Et même d'abord dans la programmation cette année au Festival de Cannes, on n'a jamais vu autant de films africains, pour ne pas dire les pays du Sud, en fait, à ce festival-là. C'était très beau. Et aussi, au-delà de ça aussi, le FESPACO aussi, qui est une marque aussi mondiale aujourd'hui en matière de cinéma. Y être aussi, c'était une manière aussi de faire appel aussi à tous ceux qui contribuent quand même, disons, au développement de cette industrie-là. On a fait, disons, la conférence de presse à la plage du CNC, qui est l'une des plus grandes et des plus belles plages. Vous savez, au Festival de Cannes, il y a la Croisette et tous les stands au bord de la mer. Et on a eu l'honneur d'être reçus à ce stand-là. Et il était quasi plein. C'est de montrer en quoi, en fait, les professionnels internationaux sont beaucoup intéressés au cinéma africain. Et c'est aussi de montrer aussi que le FESPACO, malgré disons, les difficultés que nous vivons ces 5 dernières années, en fait, est toujours aussi marqué quelque part dans les calendriers de ces grands acheteurs, de ces grands professionnels. En tout cas, quand on parle FESPACO aujourd'hui, on ne saurait ne pas mentionner ce report qui est dû naturellement à la pandémie mondiale, qui a certainement affecté chacun d'entre vous. Moi, j'ai quand même envie de savoir comment ça a affecté Alif, parce que j'ai eu l'impression que c'est tombé à une période où tu avais volontairement choisi de te poser, ou est-ce que ça t'a imposé de te poser pour travailler sur ton album? Non. Au début, j'avais choisi intentionnellement de prendre du temps pour travailler sur mon album. Mais il faut reconnaître que moi, en mars, l'année dernière, je voulais sortir mon album. Et on a dû changer le calendrier parce que le Covid était là et que personne n'était apte à écouter un album. Et donc, ça jouait véritablement sur mon travail, sur le temps que je mettais dans mon chronogramme. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Voilà. Et donc, on a dû attendre encore 2 ans pratiquement avant de sortir l'album. Vous imaginez, 2 ans, c'est une longue attente, encore plus. Et donc, l'album même qui s'appelait So Woke est devenu encore plus So Woke. Encore plus. Et donc, parce qu'on a dû attendre encore longtemps. Et pas seulement que là. Et ça a joué beaucoup parce que nous, on a dû, à un moment donné, arrêter certaines activités, notamment les résidences artistiques qu'on faisait. Parce que vous voyez qu'il n'y a plus personne qui vient en résidence. Et il n'y a pas les moyens pour gérer ça. Et donc, on a été fouetté, mais grave, tu vois, par le Covid. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on recevait des amis artistes qui venaient beaucoup. Et de plus en plus, vous voyez que même les échanges au niveau des artistes, ça a beaucoup diminué. Donc, ça a affecté beaucoup, en tout cas, notre domaine artistique. Et les salles étaient fermées. Donc, il n'y avait pas de concert et les artistes avaient du mal à vivre. En tout cas, pour ce qui concerne le Burkina, j'ai vu que c'était aussi très compliqué. Et ailleurs, les partenaires avec lesquels on travaille, personne ne veut recevoir un artiste sur une scène. Beaucoup de festivals sont fermés, même sur le continent, beaucoup de festivals sont fermés. On en a aussi pour exemple les plus importants à Ouagadougou, mais aussi dans la sous-région comme le FEMUA et d'autres qui sont des festivals qui ne savent même pas s'ils vont pouvoir encore redémarrer et tout ça. Et donc, oui, c'est un fouet très dur qu'on a pris, en tout cas dans la musique, et je pense aussi que c'est pareil partout. Pareil partout. Je pense que pour cette tournée-là, il y a eu beaucoup de reports, d'annulations. Oui, il y a eu des reports, des annulations. On devait aller en Inde, ça s'est tombé à l'eau. Au Canada, on devait aller au Canada pour une tournée aussi, c'est tombé à l'eau. On a pu sauver les quelques dates dont j'ai parlé tout à l'heure. Et moi, le problème, il demeure parce que ça reste incertain, en fait. Je ne suis pas sûr, j'ai discuté avec Alif, là, tout à l'heure, dans les coulisses, et je crains encore que des mesures soient prises pour fermer encore les lieux de spectacle, parce que c'est en train de remonter, pour ce qui concerne l'Europe, en tout cas. Donc, c'est une pandémie qui a porté préjudice à la circulation des artistes, mais aussi de leurs œuvres, en fait. Voilà. Mais est-ce que cette pandémie-là n'a pas affecté différemment l'univers du cinéma? Je m'explique. Les salles sont fermées, les festivals sont annulés, mais les gens sont à la maison et ils regardent des films. Comment on vit ça? Oui, c'est une très belle question. Les salles sont fermées, les gens restent à la maison et regardent des films. Maintenant, il faut savoir dans quelles conditions les gens regardent ces films-là. Vous savez que le cinéma, c'est comme on aime le dire, c'est son et lumière.
Oui. Donc si on n'a pas la chance d'être équipé en fait avec du matériel qui donne du bon son et de la bonne lumière, imaginez-vous comment on peut voir des films, surtout au niveau des pays du Sud. À un certain moment, la plupart des festivals partaient en ligne. On nous a même demandé à un certain moment pourquoi le FESPACO, avant de reporter au mois de février, ne faisait pas un FESPACO en ligne. Je crois que ce n'est pas tout ce qui s'imagine et s'invente en Europe, en fait, qui est absolument applicable sur le continent africain. Il faut voir les réalités. Moi, personnellement, je me suis opposé à ce principe là, parce qu'aujourd'hui, soyons conscients que sous nos cieux, en fait, pour ne pas dire au niveau du Burkina Faso, rares sont les Burkinabés qui disposent d'une très bonne connexion Internet avec un téléviseur de dernière cri, pour ne pas dire en fait, pour voir de très bons films. Parce que le cinéma aussi, ça s'apprécie aussi à travers les images, à travers le son. Et même si on faisait un FESPACO en ligne, j'imagine que c'est encore les pays du Nord en fait qui disposent encore de ce matériel-là pour pouvoir voir les films. Après tout, nous, le FESPACO, c'est pour que disons, notre public, le public africain, pour ne pas, au-delà du public burkinabé, puisse vraiment voir, disons, les produits disons, des créateurs africains. Maintenant, au niveau de l'Europe, oui, ça s'est développé. J'ai même participé à des festivals qui étaient en ligne. Et je crois qu'il y a des plateformes, pas envie de faire la publicité ici, qui en ont profité au maximum. Mais il va falloir aussi que peut-être aussi, ce coup qu'on a eu, comme dit Ali, ce fouet qu'on a eu aussi, va mettre aussi quelques décideurs, va mettre quelques entreprises aussi, de comprendre qu'aujourd'hui, l'Internet, en fait, c'est devenu comme la lumière, c'est devenu comme, comme tout élément, en fait, qu'on peut utiliser. D'accord, ça c'est vrai. Maintenant, on est quand même dans une certaine incertitude de liberté de mouvement à travers le monde. C'est quoi l'enjeu pour un artiste de se vendre en dehors de ses frontières, Alif? Artiste chanteur. L'enjeu est énorme. Bon, il y a deux choses. Hein. Il y a des artistes qui aujourd'hui, les marchés ont un marché plus ou moins beaucoup plus local. Pour un artiste qui est vraiment dans un marché local, pour lui, le plus difficile, c'est que au niveau même du pays, il y a des restrictions. Des restrictions, c'est plus difficile pour lui parce qu'il ne peut pas jouer dans des salles. C'est ça. Et pour le Burkina, ça va pour le moment parce que les salles sont ouvertes, donc les activités fonctionnent. Donc pour un artiste local, ça va. Mais pour un artiste qui voyage, il est maintenant contraint à beaucoup de restrictions sanitaires. Donc les restrictions sanitaires, c'est déjà qu'il faut être à jour par rapport au vaccin ou bien être à jour par rapport aux tests. Avec des conditions aussi qui sont là-dessous. Hein, donc de passer des quarantaines à n'en point finir. Et puis donc il faut donc aussi que là où tu t'en vas, que ce soit sûr que c'est ouvert. Ouais. Donc vous voyez que, comme le disait Aristide tout à l'heure, il y a crainte même que des pays où le corona remonte à fond, que encore les salles soient fermées, parce que les salles, c'est les endroits où il y a une certaine chaleur humaine, où les gens brisent un peu le tout. Vous voyez, quand les gens ils viennent à un concert ou à un spectacle, où ils vont au cinéma, ils veulent être en contact malgré avec toute la bonne volonté, les gestes barrières, hein, c'est dur. C'est très dur. Et donc, c'est pour ça que les arts sont vraiment touchés. Le football, les arts, en réalité, on est les premiers à être touchés parce qu'on propose quelque chose qui ne permet pas aux gens d'être très distants. Les gens ont besoin de cette chaleur. Donc, je crois que c'est difficile pour tous les artistes, même d'ailleurs. Pour ceux qui sont locaux, c'est légèrement beaucoup plus... moins fouettant, mais pour ceux qui voyagent plus, c'est beaucoup de contraintes. C'est donc des risques de voir des dates annulées. C'est aussi des risques de ne pas pouvoir partir même avec tout le monde. On a des questions de visa, on a des questions de tests. Et donc, imaginez que vous préparez un spectacle et qu'à 2 jours du départ, il y ait 2 ou 3 personnes qui sont touchées par... dont les tests sont positifs. Et donc, du coup, il y a beaucoup de contraintes. C'est vrai qu'en ce moment... c'est très, très compliqué. Et ce matin, d'ailleurs, je venais de faire un test, parce que demain, il faut que je parte à Abidjan. Et donc, j'attends d'être sûr que je pourrai partir. Ce n'est pas évident. Donc, voilà. Mais bon, ça va, je pense que ça va. On va croiser les doigts pour que ça aille, parce que, je pense que la distance, c'est bon. On a respecté la distance, voilà. C'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de surprises aujourd'hui quand on veut voyager, quand on veut aller à l'extérieur. Par exemple, pour les JO, il y en a qui malheureusement sont sur place, testent, ne peuvent pas prendre part à leur compétition parce qu'ils sont déclarés positifs. Ça peut être très frustrant. Pour ce qui concerne le théâtre, on a l'impression de notre position du Burkina que c'est quand même un art qui vit plus à l'extérieur
en Europe, en Asie, en Amérique ici, et que tous ceux qui gravitent dans ce secteur-là sont des gens qui ont une belle carrière à l'international. Comment ça se fait déjà qu'on ait cette idée-là et comment on vit ces moments-là? Je pense que c'est une illusion. Mais c'est aussi lié à l'histoire d'un certain type de théâtre qui est venu avec le colonisateur, on va dire ça comme ça, et qu'il a manqué aussi dans notre pays et sur notre continent des lieux pour pouvoir promouvoir du théâtre, en fait, pour pouvoir offrir du théâtre au public. L'histoire même des récréatrales, si elle a pris cette forme, c'est parce que justement, il n'y avait pas les publics qui étaient conviés aux quelques rares endroits où on pouvait voir du théâtre. Mais si vous allez en profondeur, par exemple, il est difficile de s'exprimer, en fait, parce qu'il n'y a pas les lieux, parce qu'il n'y a pas les conditions, mais enfin, c'est ça aussi qui permet aux artistes de libérer leur génie pour trouver, inventer des formes qui puissent être vues. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas au sein des récréatrales, plus tout ce qui est fait. Hein. Il y a un travail qui est fait qui n'est pas visible. Des théâtres comme la TB, des théâtres comme le théâtre de Hippolyte Ouangrawa, comme Gambidi. Je viens de Gambidi. On a sillonné tout le Burkina Faso avec du théâtre. Mais en fait, ce n'est pas valorisé. C'est aussi souvent le regard qui est porté sur ce que vous faites dans votre propre pays. On a l'impression que quand tu fais une tournée nationale, ça n'a pas tellement un poids que quand tu vas faire 2 dates en France, en fait. Voilà, donc c'est aussi un regard. Et donc c'est à nous, artistes, de travailler aussi à changer ce regard-là. Et la pandémie vient nous donner cette leçon. Parce qu'effectivement, ici, les conditions sont moins dramatiques qu'en Europe en ce moment, et qu'il va falloir, j'aime pas trop le mot, mais pour le théâtre, c'est un mot qui est un peu, mais il va falloir, comment dire, construire un marché national, voire régional, voire africain, parce qu'au-delà du marché, au-delà de la voie économique, ce sont des rêves, ce sont des voix qui sont portées, ce sont des questions qui sont posées au public, ce sont des communions. Il parlait tout à l'heure de... Et on ne peut pas passer son temps à nourrir les autres et à ne pas se nourrir soi-même. Donc, pour moi, il est un peu urgent, en fait, qu'on puisse faire des concerts, que tu puisses, le même concert que tu vas aller faire à Paris, que tu puisses aller le faire à Yako, par exemple. Voilà. Donner un concert de qualité, ça veut dire que les infrastructures doivent suivre. J'ai suivi tous les concerts étant de loin, ce qui s'est passé, les 3 ou 4 concerts qui se sont passés dans notre salle à côté. Et puis j'ai vu, j'ai entendu toutes les critiques que les artistes ou les journalistes ont formulées par rapport à la qualité de la salle. Pour moi, c'est simplement pas, tu vois, c'est simplement pas compréhensible et tolérable avec toute la gamme des musiciens que nous avons ici et tous les efforts que le privé fait, voilà, pour porter nos voix très loin. J'ai aimé quand, à l'introduction, tu as dit que voilà, il n'y a pas que le sport qui fait connaître le Burkina, et c'est même dangereux des fois parce qu'on ne s'imagine pas derrière tous les a priori qu'il y a quand c'est que le sport. Et donc, il faut vraiment prendre la culture, la musique, la danse. Serge Koulibaly, il y a quelques jours, était dans une mythique salle à Barcelone. Voilà, mais il n'y a pas d'écho. Et c'est un artiste qui peine ici, alors qu'il ouvre un espace magnifique à Bobo-Dioulasso, le sitôt peine à exister. Enfin bref, donc il faut qu'on comprenne que pour justement que notre public puisse bénéficier, soit les premiers à bénéficier de ce qu'on fait, il faut que les infrastructures et les moyens suivent. D'accord, ok. Voilà. Oui. Je vais juste dire que effectivement ce qu'il dit est très très intéressant. Et d'ailleurs, s'il y a les infrastructures, nous allons éduquer notre public. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont tendance à dire qu'au niveau local, les gens ne consomment pas. Bien sûr. Moi, je souvent, on crois se dit qu'il faut faire ses preuves ailleurs pour être accepté Moi, à l'intérieur. Les gens consomment. Il y a des gens ici qui consomment la musique, qui consomment le théâtre, le cinéma. Il y a vraiment un véritable marché, mais il n'y a pas comme il a dit, les infrastructures pour permettre aux gens d'y aller. Vous voyez, aujourd'hui, il faut vraiment peut-être, on ne demandera pas peut-être même 2 salles, mais on va dire une bonne salle qui répond aux normes et qui puisse faire et du théâtre
et de la musique, tu vois, vraiment qui a l'acoustique qu'il faut, qui peut même projeter des vrais films. Et vous allez voir, si on a une très bonne salle de 5 000, 6 000 places bien construites pour le pays, ça va servir à tout, même pour les inaugurations du FESPACO. Justement, c'est pas pour couper à l'if, mais je disais tout à l'heure, je parlais d'économie, l'économie du cinéma, c'est l'économie culturelle. Enfin, si on veut vraiment avoir une économie qui est forte, il va falloir qu'on développe aussi ces structures-là aussi. Parce que les deux ils vont ensemble. Aujourd'hui, n'est pas vraiment, c'est carrément paradoxal d'entendre que dans un pays comme le Burkina Faso, nous ne disposons pas de salles vraiment qui respectent les conditions optimales d'organisation et de concert. Il parlait tout à l'heure de Serge-Aimé Coulibaly. Effectivement, nous, pour le FESPACO, nous avons prévu cette année, à cette édition-là, de faire l'ouverture et la clôture du FESPACO au Palais des Sports. Et tout le monde sait que l'acoustique, en fait, on en parle partout, l'acoustique de cette salle-là n'est pas adaptée pour ce genre de cérémonie. Mais nous, justement, pour pouvoir, disons, éviter ces soucis-là, on était un concert d'un des artistes très connus, je peux même dire son nom, c'est Kayaoto, il y a quasi quelques semaines au Burkina Faso, avec notre ingénieur de son, pour ne pas dire l'ingénieur technique, qui doit travailler déjà pour étudier la situation de l'acoustique, afin que, lors de la cérémonie d'ouverture qui sera faite par Serge-Aimé Coulibaly, justement, vraiment, soit adapté. Voilà. Parce que j'imagine qu'un chorégraphe, pour ne pas dire un artiste comme Serge, qui a travaillé dans de très grandes salles quand même, aura besoin quand même d'avoir des dispositions, disons, optimales. Et aussi, il va falloir aussi qu'on essaie quand même de voir aussi, aujourd'hui, moi je crois et je sens et je suis très sûr de moi que la culture peut nourrir son homme. Ben voilà. Donc justement, il va falloir qu'on mette aussi les conditions pour cela. Et il a parlé de salles de cinéma, de spectacles. Nous, en matière de cinéma, c'est cela. Aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, en matière de cinéma, hormis quelques salles, en fait, plus ou moins qui ne sont pas des salles nationales, bien vrai qu'ils sont ils sont dans notre république, employons le mot comme ça, à chaque édition du FESPACO, nous sommes amenés, en fait, à renouveler ces salles-là, à réinstaller du matériel pour pouvoir visionner des films qui, aujourd'hui, sont encore plus exigeants. Vous savez, aujourd'hui, je reviens encore sur la question d'économie parce que c'est très important. Je suis un réalisateur en train de montrer son film comme le FESPACO pour qu'il soit acheté, être vu dans différentes plateformes, que ce soit Netflix, Mubi et tout ce qu'on en sert, on en parlait tout à l'heure, et aussi par des festivals internationaux aussi. Il va falloir aussi que le film soit vu dans de très bonnes conditions. Ça, c'est l'une aussi des objectifs aussi du FESPACO. Donc nous sommes contraints, ce qui est quand même une grosse dépense pour notre budget aussi, de pouvoir mettre, disons, ces professionnels-là dans de très bonnes conditions pour que les films soient vus. Et je crois que peut-être c'est de voir ensemble ou les responsables, en fait, pour qu'on soit vraiment dans ces conditions-là. Justement, parlant de conditions, quand on prend nos acteurs de cinéma qui jouent dans des productions à l'international, ils travaillent dans d'autres conditions, c'est différent. Moi, je pense que Isaka Sawadogo, c'est sûr qu'il ne tourne pas dans les mêmes conditions quand il est en France que quand il est à Ouaga. Est-ce que les conditions, souvent, n'amènent pas à ce qu'on aspire à une carrière internationale? Est-ce qu'on sort parce qu'on a envie de sortir ou on sort parce qu'on cherche de meilleures conditions? Tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la circulation de nos produits culturels à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. En même temps, je dirais aussi parler aussi de la compétence humaine aussi que le Burkina aussi exporte à l'extérieur. Ce qu'on oublie dans le milieu culturel, en fait, nous avons cette compétence-là que nous vendons à l'extérieur. Vous avez parlé d'Isaka Sawadogo, c'est un exemple. On a pas mal d'administrateurs, on a pas mal d'artistes ou je ne sais pas quoi qui sont vraiment dans ce milieu-là. Mais à partir du moment qu'ils travaillent dans ces conditions-là, lorsqu'ils reviennent, ils sont plus ou moins amenés à s'adapter à ces réalités-là. Je ne crois pas que le manager d'un festival, je donne un exemple, dans un pays en Suisse, en fait, aura les mêmes outils, en fait, pour pouvoir manager le festival qui va se passer à Koudougou, par exemple. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça aussi qui fait la force aussi de ces personnes-là aussi. S'ils sont demandés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vraiment cette possibilité de pouvoir s'adapter à tout terrain. C'est la même chose ici. Lorsqu'on prend disons, un spectateur, pour ne pas dire un manager, pour ne pas dire un administrateur ou un directeur artistique africain, pour aller amené à l'extérieur aussi, il a amené aussi à confronter notre public aussi avec son regard. C'est le cas d'Aristide aussi, qui, je suppose toutes ses productions ont été faites au niveau de Goumet, dans votre fameuse rue, la rue des Récréatales. Et donc, s'il exporte ce produit-là pour aller sur une scène de Lyon, j'imagine en fait, d'abord, il a besoin d'un certain moment pour pouvoir aussi adapter son spectacle aussi. C'est ça qui fait la force de ces personnes-là. C'est ça qui fait la force aussi de nos créateurs aussi, d'arriver. Voilà pourquoi ils sont beaucoup demandés. Pour parler de votre cas, je ne crois pas qu'aujourd'hui,
on s'exporte parce qu'on a nous les conditions sont meilleures. Moi, je pense que c'est la compétence locale, en fait, qui vous amène aussi à pouvoir compétir sur le plan international. Moi, je fais partie de ceux qui épousent l'idée d'abord, le développement local, en fait, la reconnaissance locale, en fait, qui va vous amener maintenant à l'international. Ok. Et justement, en parlant d'adapter son spectacle à son public, est-ce que c'est le public qui change ou c'est l'artiste qui change? Je m'explique. Quand on a une pièce de théâtre, si je prends que ta volonté soit Kin, jouer à Ouaga et jouer à Paris, c'est deux publics différents. Mais est-ce que c'est le public qui change ou c'est le spectacle qui doit évoluer? Bon, j'aimerais dire que même à Ouaga, le public change. C'est-à-dire que si tu fais une série, dans la salle, il n'y a pas toujours les mêmes spectateurs, en fait. D'accord. Donc, le regard, il est toujours singulier par rapport aux différentes personnalités qui sont dans la salle. Mais on s'adapte, on adapte toujours et c'est une force. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, je crée que ta volonté soit Kin à Ouagadougou, dans une cour familiale, donc ouverte, dans une rue où il y a beaucoup de maquis, où il y a du bruit. Et la pièce a un besoin d'univers sonore très important, en fait. Et donc, je me dis, à Ouagadougou, ce n'est pas la peine que je prenne un paysagiste sonore. Donc, je n'engage pas quelqu'un qui crée du son parce que je l'ai déjà. Mais quand je vais à l'Odéon, qui est une salle très fermée, une boîte noire comme on dit, ben, j'ai besoin de cet univers-là. Et donc je fais appel à un créateur sonore qui va reproduire. Et ça m'intéresse toujours. C'est-à-dire que même si j'avais quitté Goumet pour aller créer à Gambidi ou aussitôt, il va falloir que je m'adapte parce que ce ne sont pas les mêmes espaces, ce n'est pas les mêmes conditions de création. C'est ce qu'il dit qui est important, c'est de ne jamais créer hors sol. C'est-à-dire que pour moi, l'œuvre est toujours fonction de ta réalité. Tu pars de ton univers, de ton environnement, des moyens de création qui sont mis à ta disposition pour pouvoir créer en fait. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça l'enjeu. C'est comment on transcende les difficultés, mais c'est aussi arrêter de regarder les autres comme modèles et pas soi-même. C'est-à-dire que je pense qu'on vient nous chercher, comme il a dit, parce que justement, avec des conditions qui sont complètement difficiles, on arrive à créer des œuvres qui touchent les autres. Et ça devient... Par exemple, les récréatrales sont devenues un modèle aujourd'hui pour les gens par rapport à la question du public. Parce que l'Europe, avec tous les moyens, n'arrive pas à avoir du public dans les salles, en fait. Et par rapport aux musiciens, moi, je travaille beaucoup avec les musiciens. Et quand j'appelle les musiciens, je veux qu'ils fassent de l'acoustique. Parce que je ne veux pas qu'il soit juste un musicien qui arrive, je veux qu'il participe à l'œuvre, en fait. Et ça les fait bouger. Mais comment tu travailles à Ouagadougou sans micro, dans une cour, et te faire entendre ta voix, faire entendre sa musique, c'est ça aussi qui est un enjeu important pour que la création apporte aussi au créateur. Voilà, Est-ce que les contraintes cultivent la créativité ou quoi? Ah oui, c'est un tremplin. Pour moi, ce ne sont pas des limites. Voilà, ça doit te permettre, et je pense que c'est ça notre force. Il ne faut pas l'oublier. Quand j'écoute tous les artistes qui sont là, ils ne créent pas dans les conditions, les gens qui ont des studios, qui ont des bourses, qui sont dans l'aisance en fait, mais bon, qui n'arrivent pas à faire mieux que les gens qui sont ici et qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui pour coup sentent la nécessité d'aller chercher au fond d'eux-mêmes, d'aller titiller leur génie, leur inspiration, leur muse, tout ce que vous voulez, pour pouvoir produire quelque chose aussi qui touche les autres, qui se disent, ben, finalement, peut-être que partir de rien, c'est ça la création. D'accord, c'est quand même intéressant. Par rapport à la musique, est-ce que la réceptivité du public elle-même, en fonction, est-ce qu'il y a souvent des barrières de langue, des barrières de culture, de connaissances culturelles? Est-ce qu'il t'est arrivé souvent de te retrouver sur des scènes où tu te dis, oula, eux, ils n'ont jamais vu ou entendu? Non. La musique, c'est quand même c'est différent, hein, parce que, vous savez, c'est beaucoup plus un langage d'émotion qui se dégage quand on est
dans la musique. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai commencé à écouter Michael Jackson sans comprendre un mot d'anglais. Ou j'écoute du Céline Dion, je ne comprends pas d'anglais. Ou bien même tu écoutes souvent un artiste qui vient d'un pays, tu n'entends pas ce qu'il dit, mais il te touche, tu vois. Et ça, la musique, c'est cette force-là aussi qu'elle a, donc de transcender les langues, de tuer toutes ces barrières-là. Et on se rend compte qu'il y a un langage qui ne dit pas son nom, qui existe dans la musique. Et moi, je l'appelle le langage de l'émotion. C'est-à-dire que tout le monde entend pratiquement. Et souvent même, on t'écoute chanter et le gars, il ne comprend pas ce que tu dis, mais il imagine, lui, ce que toi tu dis. Et souvent, quand il demande et qu'on lui dit, il dit, ouais, mais mon imagination partait sur un truc. Je sais qu'il parle de sérieux, je sais qu'il parle de... Voilà. Donc, tu vois, souvent, on se fait tout ce monde-là. Parce que c'est les émotions. Quand les émotions sont fortes, quand il y a une chanson qui touche émotionnellement tout le monde, vous voyez que cette chanson, elle voyage partout. On prend l'exemple, paix à son âme, de Victor Démé, avec, comme l'a dit Aristide tout à l'heure, souvent dans les périodes difficiles, souvent aussi c'est là qu'on crée. Vous savez, les inspirations viennent, mais s'il y a trop de clim, tu dors. S'il y a trop de clim, tu dors. D'accord. S'il fait chaud, tu te réveilles, tu es obligé de te réveiller. Et donc tu te réveilles, tu as ton café, et bon voilà, tu prends ta vieille guitare et tu grattes. Je pense que Victor, paix à son âme, ce grand monsieur, aura écrit sa chanson comme ça et sa vie aussi. Il a chanté sa vie. Et émotionnellement, il a traduit toute l'émotion qu'il y a dans sa vie, dans ces accords de guitare-là. Et quand il pose ces mélodies-là, vous voyez, ça traverse le monde entier. Des gens qui te parlent de Victor Démé sont des Indiens, sont des Allemands, sont tout le monde qui te disent the great art, this artist is very great. Parce que c'est un gars qui, tu vois, il y a une émotion. Donc on n'a pas besoin pour moi... De comprendre en termes de langage pour pouvoir se comprendre. Oui, il y a 2 jours seulement, pour finir, il y a 2 jours, j'étais avec des amis français et qui connaissaient très bien Ismaël Lô. Et je leur disais, moi, l'album d'Ismaël Lô, l'un des albums qui m'a beaucoup touché, c'est Sénégal. Et sur cette chanson, sur cet album de Sénégal, il y a une chanson qui s'appelle Inch'Allah. Et je leur dis, écoutez cette chanson, pour moi, c'est une tuerie. Et donc, on met, moi, je ne comprends pas non plus. Mais Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Sauf que tout ce qu'il dit, tout ce qui reste, tu ne comprends pas. Mais eux, ils le mettent, et quand ils le mettent, il y a l'autre qui me dit, waouh, ça, je ne connais pas cette chanson, mais ça, c'est vraiment une tuerie, Inch'Allah. Et tu vois, il était français, il n'a rien compris, comme moi, mais il l'a compris. Il a ressenti. Il a ressenti quelque chose. Donc, dans la musique, il y a ça qui joue favorablement. Je ne sais pas si c'est pareil pour nos amis du théâtre, mais j'imagine qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, qu'eux aussi, ils ont trouvé d'autres moyens de pouvoir communiquer éventuellement avec. C'est un monde où on se retrouve, c'est un monde juste, parce que c'est un monde sensible, et tout le monde est sensible, en fait. Je disais tantôt que je travaille avec les musiciens. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est fort dans la musique, c'est que la musique parvient à dépasser les mots, c'est-à-dire à t'amener à un endroit où les mots ont leurs limites, ne suffisent plus, non plus ces ailes-là pour te porter très, très, très haut, en fait. C'est pareil pour le cinéma. En fait, quand c'est là, quand ça fait de façon honnête, sensible, au plus près de soi. Il y a des films qu'on a regardés quand on était gamin, mais en fait, on ne comprenait pas grand-chose, mais ça nous a... Voilà. Tu vois, mais ça nous a marqué. Si, absolument. C'est pas l'intelligibilité, je pense, qui est important, c'est la sensibilité. C'est à quel moment tu te sens concerné par un fils qui a perdu sa mère ou son père. Je pense à tous ces trucs qu'on a vécu, Boudiam, Aïssa et Karim, tous les films de Gaston et d'Idriss, en fait, on les a vus tout petits, mais ça a marqué. Moi, j'ai vu quand j'avais même pas 7-8 ans, mais c'est des choses qui m'ont marqué, parce que c'était... Oui, c'est vrai. Ça, juste pour prendre un exemple personnel, mes parents me racontent que je pleurais devant un film à 2 ans. Mais bon, à 2 ans, je ne sais pas ce que tu comprends. Je pense que mon ami Aristide, c'était un très bon amateur, disons, des films hindous. Vous imaginez, à un certain moment, au Ouaga,
on était au ciné, c'est Wemtenga, non? Voilà, Oui. au quartier étudiant au ciné Wemtenga, tu vois, il se bousculait, il prenait voilà, pour aller voir des films hindous, il ne comprenait même pas des sous-titres, quoi. Il regardait les films hindous, il se laissait emporter par cette, disons, par cette beauté d'écriture, d'histoire et autres. Mais moi, j'irais tout simplement au cinéma aussi, ce qui n'est pas très loin de ce qu'ils ont dit. Surtout au cinéma, c'est cette envie de s'évader, d'aller à la rencontre d'autres cultures et d'autres histoires, de pouvoir s'imprégner aussi, et de la force aussi, et de l'amour aussi qu'on pense l'avoir en nous, en fait, qui existe aussi dans d'autres cieux. Et la beauté du cinéma, en fin de compte, c'est lorsqu'à la fin du film, on se retrouve, on se dit, mais cette histoire, quand tu vois même un film haïtien, et tu es burkinabé, tu te vois en quoi tu es proche de cette histoire-là. Je donne un cas très simple, vous avez parlé tout à l'heure des conditions techniques et financières aussi. Justement, je viens de rentrer du Festival des Cannes où on a vu un film haïtien qui a été vu dans une salle de presque de 5000 places. La salle était hyper pleine et à la fin de ce film, toute la salle se met et un standing ovation de plus de 15 minutes. Vous imaginez déjà la distance entre ce public-là, cannois et Haïti, un pays dont on entend parler beaucoup dans ces dernières années, avec tous ceux qui y vivent en fait, c'est de voir le film était dans le créole. Bon, c'est le créole le haïtien qui est différent, je ne sais pas quoi, mais avec des sous-titres. Là, c'est la question de langage aussi qui vient, justement même avec des sous-titres à un certain moment. À partir du moment que l'écriture, elle est belle, les images sont bien filmées, le jeu d'acteurs et de rôles, en fait, sont tellement bien faits, on comprend le film, en fait. Moi, je pense que c'est ça aussi la force aussi de l'art. Moi, il m'arrive très souvent aussi de regarder des films où je me suis trompé de sous-titres, où ça n'existe pas. Où finalement, on est embarqué. Voilà, tu te laisses embarquer. C'est ça la beauté d'un film. Je vais vous raconter une petite anecdote comme il a commencé aussi. Vous savez que dans mon travail, il m'arrive très souvent de pouvoir voir des films avant ce qu'on appelle la post-production. Donc vous êtes dans une commission, on vous invite à voir les derniers montages du film pour qu'on donne encore de l'argent ou des retouches en fait pour qu'on puisse voir le film. J'étais un peu très limite au temps qu'on devrait le voir. Je le regarde très tard dans la nuit, aux environs de 2h du matin. J'ai ma fille de 12 ans qui se réveille et qui dit « Mais papa, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je regarde un film. » Je sais qu'elle commande beaucoup les films, comme vous aussi à votre époque aussi, quand vous étiez. Et tu regardes le film sans chercher à comprendre en fait. Elle m'a dit « Papa, de toute façon, je ne comprends pas, c'est en anglais. » À la fin, elle a compris l'histoire. Donc elle a regardé le film avec moi, sans comprendre les sous-titres qui étaient là. Mais en fin de compte, elle m'a raconté l'histoire à sa manière et qui effectivement était l'histoire du film. C'est ça aussi la force de nos arts aussi. Que ce soit la musique, Bob Marley, on continue à danser sans comprendre, à part le mot woman ou souvent, je ne sais pas très bien. Je crois que le théâtre, c'est la force de ces acteurs-là, la force de ce message qu'on veut transmettre en fait. Souvent, il arrive à être universel. C'est ça aussi la force de ce que nos créateurs font. En tout cas, pour ce qui concerne, oui, vas-y. Juste pour terminer, je veux, parce qu'il a dit quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui aussi, comme je dis, la technologie, les choses ont beaucoup évolué, tout est traduit. Aujourd'hui, on peut avoir des que ce soit sous-titres sous-titré ou facilement. même traduit directement. Et même, je pense qu'il y a d'autres mêmes films qui sont traduits avec les signes, non, je crois. Si, on essaie d'être très inclusif maintenant pour que tout le monde puisse vivre l'art. Parlons du cinéma. Aujourd'hui, au Burkina, se vanter d'exporter nos acteurs, nos techniciens. Mais est-ce que nos films sortent? Est-ce que les films sortent? Si, c'est comme il a dit à un certain moment, je voulais répliquer, mais c'était déjà tellement si bien dit, mon cossage comme d'habitude. Mais il va falloir qu'on essaie quand même de voir le genre de film. C'est d'abord à l'intérieur. C'est comme je dis, je préfère aller du local à l'international. Okay. D'abord, sur le plan local, ça dépend de quel genre de film on veut voir. Je sais qu'aujourd'hui, la semaine dernière, j'étais au cinéma, j'ai vu une production locale, pour ne pas dire nationale. Il y a de très belles facettes où le public y était. Donc, justement, à partir du moment qu'on veut essayer d'aller au-delà de nos frontières, c'est vrai que là aussi, c'est carrément un public aussi qui attend autre chose. Et c'est comme il dit aussi, cela aussi est dû aussi à l'histoire de notre cinéma, où beaucoup mis, l'accent était mis sur le cinéma d'auteur. Donc, du coup, un public européen qui est beaucoup plus attentif au cinéma d'auteur ou qui a déjà une idée arrêtée du cinéma africain, qu'il faut toujours voir des cinémas d'auteur. À partir du moment que les auteurs, en fait, on ne peut pas dire les créateurs, ils passent à notre format de film, c'est considéré comme un film qui est mal fait. Alors que localement, ici, les films, ils marchent. Je pourrais revenir au rapport de l'économie aussi. Moi, je pense qu'à partir du moment qu'un réalisateur préfère emboîter ce genre de cinéma, qui fait de telle sorte qu'il arrive à vivre économiquement, à remplir des salles,
pour le bonheur de son public aussi, moi je l'encourage aussi à ce niveau-là. À partir du moment que l'autre emboîte l'autre pas aussi du cinéma d'auteur qui est beaucoup plus recherché dans les cinémas d'essai, dans les arts essais, dans les salles, dans les festivals à catégorie A aussi, qu'il emboîte ce pas aussi. Moi je pense que c'est comme notre monde aujourd'hui, tout est divers, laissons tout un chacun à trouver sa part, à consommer, à pouvoir aussi se plaire aussi à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de l'export, le cinéma burkinabé, il s'exporte. Je n'ai pas envie de citer, non, mais on peut en citer aussi. On sait qu'il y a 2 ans, il y a Michel Zongo qui était à la Berlinale, il y a comment ça s'appelle, un film burkinabé documentaire, c'est Nocturne, Quad Nocturne, un film qui est fait par un réalisateur bobolais qui était au festival de Berlin. Il y a Pauline aussi, son film qui tourne un peu partout. Et il y a pas mal de ce réalisateur-là aussi. Et je crois que aussi, je sens qu'il y a une grande dynamique qui est là, ça va arriver. Je pense que chaque génération est en train de jouer son jeu. Et moi, je suis confiant que bientôt, on va entendre parler du Burkina à ce niveau. Donc, si on entendra encore reparler parce qu'on en parle déjà. On en parle, mais on va en parler encore plus. Donc, vous êtes confiant pour ce qui concerne l'avenir. Donc, aujourd'hui, pour ce qui concerne la génération montante, que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou dans le théâtre, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on est en pole position pour bien se vendre à l'international? Comme je dis, en fait, la question, c'est un piège, en fait. Parce que le français, le chinois, le japonais ne se posent pas cette question. D'accord. Non, quand il veut faire son sowok, ce qui le préoccupe d'abord, c'est de s'exprimer. Et de s'exprimer, surtout que sa famille entende, apprécie, aime, et ensuite ses voisins, et ensuite le monde s'élargit. Je pense que ce qu'on veut faire ici, c'est que ce n'est pas aux autres de nous mettre au monde, c'est à nous-mêmes de nous mettre au monde. Ce qui est important quand je crée un spectacle, c'est que les Burkinabés soient dans la salle et trouvent leur compte, ou ne trouvent pas, qui va m'amener à me poser un certain nombre de questions. Mais si on doit toujours être dans la position de commande, en fait, parce que c'est ça, c'est une commande, parce que les autres, comme ils l'ont dit, ont leur réalité, leur désir vis-à-vis de nous, leur façon de regarder notre art. Et donc, du coup, on n'est pas véritablement dans la création. On est dans une exécution d'un marché, voilà, parce qu'on parle de marché. Donc, du coup, quand les autres ont des problèmes, subitement, on cesse d'être artiste ou musicien, ou parce qu'on ne peut plus tourner. Parce qu'on dépend d'eux. Voilà, parce qu'on dépend d'eux. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas oublier ce pourquoi on a commencé à faire de la musique, on a voulu faire du cinéma, on a voulu faire du théâtre, on a voulu faire de la danse. Voilà, c'est d'abord, je pense que c'est d'abord même égoïste. C'est quelque chose pour soi, d'abord. Et ensuite, voilà, les autres apprécient et puis on essaie de s'ouvrir. Moi, je pense qu'on a un marché, pour parler comme Thomas, on a un potentiel incroyable. Il parlait du cinéma. Si on développe des complexes dans nos pays, ben, on n'aura pas besoin des autres. Les autres seront obligés de venir nous chercher parce que, voilà, on existe. Donc, je préfère dire qu'il faut penser d'abord à soi, pour soi, et ensuite on verra pour le reste. Mais c'est bien qu'on sorte. Si c'est bien fait pour soi-même, facilement ça sortira. C'est obligé. C'est ce que D'accord. quand je parle du local à l'international, moi je suis parfaitement d'accord avec Aristide. C'est d'abord, on crée d'abord pour nous-mêmes. Moi, je pense qu'on ne crée pas pour un marché, mais on crée d'abord pour nous-mêmes. Je parle de l'artiste, vous voyez un peu. Aujourd'hui, la plupart des grands films, en fait, qui ont bien marché à l'extérieur, au-delà des frontières du réalisateur ou du producteur, ce sont des films vraiment, quand on regarde, vraiment qui s'imprègnent de la réalité. À partir du moment qu'on arrive à pouvoir raconter son histoire, à pouvoir raconter ces histoires qui sont propres à nous-mêmes, à un certain moment, disons, le public à l'international verra sa part dans cette histoire-là. Je crois que quand Gaston Caboret faisait Boudiam, il s'inspirait de nos histoires, de nos traditions, et rapidement, vous allez voir les critiques, en fait, européens qui vont essayer de retrouver quelque chose de grec, d'européen, je ne sais pas quoi, à l'intérieur. Et souvent, je le dis, quand j'ai la chance de parler à des jeunes réalisateurs ou producteurs, je prends toujours un exemple un peu sur le cinéma allemand.
La plupart des grands films allemands en fait, sont basés un peu sur cette guerre allemande, ces deux guerres que nous avons vécues. Ils n'ont pas parlé de la guerre au Burkina, ils n'ont pas parlé de la guerre un peu partout. Ils se basent sur leur vécu. Et en fin de compte, nous, public à l'étranger, on arrive à s'inspirer de cela. Moi, je pense que dans toute histoire qu'on rencontre, dans toute création qu'on fait, il y a toujours de l'universalité derrière. Ça dépend du regard qu'on veut porter sur la chose. D'accord. Alif, Ouais, il je y a suis une d'accord, universalité. hein, Mais est-ce il y a que pas- pour la musique, souvent, il n'y a pas de standards C'est-à-dire à l'international? Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout. En fait, j'entends ça souvent. Même moi, je suis souvent Qualifié de... On dit non, mais c'est faux. Parce que si vous voulez, quand je sors dans la rue, quand je chante Barbiga, c'est les mots aussi qui chantent. Absolument. C'est pas des, je veux dire. En fait, ce qu'il dit, c'est quand c'est bon, ça passe partout. L'Ivoirien, le Sénégalais, le Malien, le Français, tout le monde consomme quand c'est bon. Il n'y a pas vraiment un standard. Comme il l'a dit, je suis carrément d'accord avec eux. Hein. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est dire que aujourd'hui, pour rejoindre Alex, un monsieur qui a le plus vendu l'image de Burkina Faso, il est parti de son constat ici, tout a été fait ici, et tout le monde a vu, à partir du monde, le monde entier, tout le monde a compris ce qu'il faisait, tout le monde a lu ou a vu ce qu'il faisait, c'est Thomas Sankara, tu vois, je veux dire, qui est parti de tout ce qui est endogène. Voilà, tout est fait d'ici, et aujourd'hui, il n'y a pas meilleur ambassadeur que lui sur la destination Burkina Faso. Ça, c'est Donc, sûr, aujourd'hui encore. Voilà, donc c'est pour dire que ça répond à tout ce qu'on est en train de dire. Il faut déjà bien faire les choses, et là où tu es, le monde viendra vers toi. Et voilà. D'accord. On est pratiquement à la fin de notre échange. Hein. J'ai quand même envie qu'on revienne sur l'actualité de chacun et pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui se profile à l'horizon. Théâtre, musique, cinéma. Je le sais, il y a le concert en vue. Je pense qu'il y a normalement le laboratoire Elan. Oui, il y a Elan à partir de septembre, parce que Elan, c'est une des premières étapes d'une édition des récréatrales. Donc, c'est doucement qu'on prépare, on met la 12e édition des récréatrales en route. C'est à partir de 2022. Donc, on va commencer avec le labo Elan. Et c'est quelque chose auquel je tiens, en fait, parce que ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire, c'est faire partie des choses du continent, en fait. Okay. Voilà, c'est redonner confiance aux gens, leur faire comprendre qu'ils peuvent exister ici, que leur talent peut éclore ici, qu'ils ont des gens qui ont envie d'écouter leurs histoires, qu'ils peuvent se créer des réseaux à l'intérieur. Donc, on fait venir à peu près 16 artistes, voilà, de 10 pays d'Afrique. On a essayé de faire en sorte que chaque partie soit représentée. Et donc, à partir de comme on dit, septembre, la mi-septembre, voilà, on va être là et puis on va faire un tour pour, par exemple, rencontrer Alif, pour que Alif soit un modèle. L'objectif, c'est ça, et que, pas que les modèles viennent toujours voilà, d'ailleurs, en fait. Et puis aussi, pour répondre à tout ce qu'on vient de dire, j'accompagne des jeunes du quartier des récréatrales et on a créé un spectacle avec eux. Et voilà, on va essayer de tourner à Coupéla et à Tinkodgo dans un premier temps, et puis ensuite les reprogrammer dans le cadre de la saison des théâtres des récréatrales pour qu'ils comprennent justement que c'est pas être artiste, c'est pas que aller jouer en Europe, mais c'est aussi pouvoir conquérir un public local. D'accord. Pour le FESPACO. Ben, vous le savez tous bien, nous c'est le countdown est lancé, nous sommes à moins de 100 jours. On vient de rentrer de Dakar, de Cannes, où nous avons présenté les grandes orientations artistiques du festival, de la prochaine édition. Et nous allons cette semaine dévoiler les différentes, commissions, pour ne pas dire les jurys en fait, là, voilà, les présidents de jury de la prochaine édition. Et nous avons eu assez de temps maintenant pour parler du concept, voilà, du concept. Et maintenant, nous sommes à la phase de mise en boîte. Donc justement, après la publication des présidents, des responsables des jurys, et nous allons passer maintenant bientôt aussi à la mise en place, comme la coutume au FESPACO, la mise en place du comité national d'organisation. Maintenant, ce que beaucoup le public, ou plus précisément les professionnels attendent, c'est la sélection. C'est vrai que nous avons à un certain moment parlé de 14 jours, disons, pour publier le programme, en fait.
disons la sélection. Mais contrairement justement aussi, l'avantage aussi du Covid aussi, qu'avec le report aussi, on a reçu beaucoup de films. Nous sommes à 1100, à 1200 films. Et donc j'ai un comité de sélection qui est très très dur entre eux. Bon, je vois souvent dans les débats. Donc du coup, ça discute très fort. Donc on se donne du temps parce que la force d'un festival aussi se repose aussi sur la force de sa programmation. Et nous ne voulons pas qu'on ait déjà les douleurs, les difficultés que tous les créateurs, tous les réalisateurs, producteurs ont eu à mettre pour pouvoir créer ces produits-là. Nous voulons donner du sérieux vraiment pour que la programmation respecte quand même, disons, la valeur de ce festival-là. Donc voilà, tout ça va se faire bientôt. D'accord. En tout cas, on est impatients. Nous, on va attendre que ce soit programmé en salle et on ira tranquillement profiter de ce festival-là. Souk. Oui. Poursuit son chemin. Sur son chemin, on est en pleine promo. Oui. Et donc, on donne rendez-vous ce samedi 6 août. Donc, c'est à l'occasion aussi de la fête de l'indépendance. Exactement. Donc, c'est le week-end de l'indépendance. On invite les gens à sortir, à venir nous voir. On va présenter pour la première fois Sowok en live. Donc, ceux qui seront là, c'est eux qui seront les premiers à voir Sowok. L'entièreté de l'album? Oui, on va présenter l'album en entièreté. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de belles choses. En tout cas, beaucoup d'amour à repartir avec à la maison. Et puis surtout, cet album qui doit faire partie du quotidien de chacun. Sowok, donc, c'est des tableaux de vie de nous tous que je mets dans une bande sonore. Et cette fois-ci, maintenant, je vais le produire devant tout le monde. Et donc, il faut venir, faut s'y prendre très tôt, il faut venir tôt. Absolument. Voilà, et puis, il faut racler la voix, il faut boire du miel aussi. Parce que certainement, on va faire les choristes. Oui, on va faire les choristes, comme d'habitude à mes concerts. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'invités aussi prestigieux qui seront là pour m'accompagner, et il faut donc que j'invite le public. En tout cas, je leur dis merci déjà de l'accueil que les gens ont fait sur cet album. Et puis, je les invite à venir donc le 6. Ce sera à Canal Olympia, dans la salle. Parce qu'on est en période de pluie. Ah, on espère bien. Oui, comme on est en période de pluie, c'est pour ça qu'on a choisi la salle. C'est vrai qu'on a une contrainte d'espace dans la salle. Oui, mais ça va être bien, ça va être vraiment très bien. Il faut aussi venir. Je veux des gens qui sont bien habillés chic, mais qui sont capables de danser avec ça. C'est important. Quand on vient à un concert, il faut se préparer pour bouger. Il faut vraiment se Sinon, c'est dommage de s'asseoir. C'est pas le théâtre ou le... Pardon, mais c'est ni le théâtre ni le cinéma où il faut s'asseoir. Quoique, souvent... Quoique souvent... Ça dépend du film. Je me rappelle qu'au Récréatral dernier, je me suis retrouvée sur scène, donc quoique... Exactement. Non, mais ça dépend du film. Et quand on est en 3D, quoique, on a l'impression d'être... Non, je pense que le cinéma, ça a changé quand même avec les espaces ouverts. Exactement. Il y a des salles de cinéma où on reste debout, on reste dans sa voiture, tout ça. Donc, du coup, on s'adapte. Voilà. Donc, quand on sort, on est sorti. Voilà. On est parti pour s'amuser. Voilà. Qu'on soit vraiment là pour accompagner l'artiste qui a fait de son mieux pour nous offrir un grand spectacle, un beau spectacle. En retour, on ne veut que participer. En tout cas, c'est le 6. C'est le 6, donc à partir de 20h. Okay. Il faut être là à 19h, un peu plus tôt. Et donc, on invite tout le monde à Surtout venir. que c'est dans la salle, vous avez intérêt à prendre vos tickets vite. Sinon, si vous attendez le dernier jour... Les tickets sont disponibles. On a déjà communiqué les espaces, donc on peut le voir sur ma page Facebook ou dans les autres endroits. Mais sinon, ils peuvent appeler un numéro. Je peux donner un numéro? Absolument. Ils peuvent appeler au 62 32 32 32. Donc 62 32 32 32. Et puis ils peuvent même de chez eux ou bien pendant qu'ils sont assis dans un bar se faire livrer leur ticket. Et quelqu'un a réclamé le t-shirt en début d'émission, je ne dirai pas qui. Vous allez en avoir aussi au concert. T'inquiète. Voilà, au concert, il y aura aussi, on aura un shop de merchandising. D'accord. Donc on pourra avoir même des casquettes, des t-shirts au Sowok. Il faut venir, ça va être bien. Absolument, j'ai foi. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour votre disponibilité, pour ce moment d'échange quand même qui était fort enrichissant pour moi. Donc j'espère que mes téléspectateurs aussi ont passé un agréable moment. On a très hâte de nous retrouver. Vivement que le mois d'août passe pour qu'on puisse revenir à l'espace de théâtre des Récréatrales. On attend impatiemment donc la programmation du FESPACO et le 6 c'est bientôt, on sera là pour ensemble célébrer parce que, comme je le disais tantôt, quand c'est bien fait, ça se vend bien. On est fiers en plus de revendiquer que ça vient de chez nous. Alors, faisons bien notre travail tout simplement et surtout, faisons vivre notre art. Ça dépend de nous. C'est facile de dire que ça se vend bien à l'extérieur, mais nous sommes des consommateurs. Et il ne dépend que de nous de faire en sorte que nos artistes travaillent fort pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci de rester fidèles au programme de BF1. Au revoir.